Il était plutôt bel homme, ce roi de France-là. Sportif, courageux, il s'appelait Henri II. Fils de François Ier, il régna 12 ans sur la France. C'était au XVIe siècle. Mais de cet Henri-là, finalement, on ne se souvient que des femmes de sa vie. À commencer par son épouse officielle, la Florentine Catherine de Médicis, qui deviendra l'une des plus grandes reines de France. Mais aux côtés d'Henri, il y a aussi sa favorite, sa dame de cœur. On la disait très belle, c'est Diane de Poitiers. Les cartes sont distribuées. Catherine aime Henri, qui aime Diane. Comment ce trio a-t-il fonctionné au sommet de l'État français? Pour le savoir, nous nous rendons à Écouen, l'une des résidences où Henri, Catherine et Diane ont séjourné à plusieurs reprises. Thierry Crépin-Leblond est le directeur des lieux. Nous nous trouvons dans la cour du château d'Écouen, château du connétable Anne de Montmorency. C'est un homme, il était en fait Premier ministre de la France. Pour Henri II, il lui sert en quelque sorte de deuxième père. C'est son principal conseiller, celui en quel le roi a absolument pleine confiance. Et lui habitait dans l'aile sud du château, marqué par le plus beau cadeau que pouvait faire le roi, les esclaves de Michel-Ange. En vis-à-vis se trouvent les appartements de Catherine et d'Henri II. Sur la façade, ce père spirituel a fait graver l'emblème d'Henri, les croissants de lune entrelacés, et celui de Catherine, l'arc-en-ciel. Deux emblèmes célestes, deux clés pour comprendre la personnalité des jeunes époux. Voici la chambre de Catherine, où l'arc-en-ciel constelle le décor. L'arc-en-ciel, symbole de paix, révélateur de sa nature profonde. Le décor peint de la chambre abrite non seulement un décor de grotesque à l'antique, mais l'emblème personnel de Catherine de Médicis, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, normalement entouré d'une devise en grec qui signifie « au-delà des périls, l'espoir ». C'est une manière pour Catherine de Médicis de montrer sa magnanimité face aux épreuves que la vie lui impose. Des épreuves qui commencent très tôt pour la jeune Catherine. Orpheline depuis sa naissance, elle devient un enjeu de pouvoir. Car elle a hérité du nom et de l'immense fortune de son père, Laurent de Médicis. Son oncle, le très influent pape Clément VII, devient son tuteur. Et très vite, les tractations pour marier Catherine s'engagent. François Ier veut une alliance pour asseoir son pouvoir en Italie. Mais Charles Quint, son ennemi espagnol, veut absolument l'en empêcher. Catherine, elle, est amoureuse de son cousin Hippolyte. Mais qu'importe, la raison politique l'emporte, et c'est François Ier qui obtient sa main pour son fils Henri. Le pape Clément VII lui-même scelle le mariage. Invité à la noce, le bel Hippolyte, devenu cardinal. Les époux ont à peine 14 ans. La jeune fille à l'arc-en-ciel s'unit au jeune homme au croissant de lune, un garçon à la personnalité complexe. Pour mieux le connaître, nous voici de retour à Écouen, dans la chambre d'Henri, où le croissant de lune veille ici aussi, au-dessus de cette sublime cheminée, censée magnifier la grandeur d'Henri. On a une scène biblique où Saül sacrifie ses bœufs pour galvaniser ses troupes. Donc c'est le roi donnant ses biens, en quelque sorte, environné de Mars et de Minerve. C'est toujours pour exalter la gloire du roi. Une gloire qu'Henri recherche pour se légitimer. C'est l'enfant mal-aimé, c'est le fils cadet qui a toujours souffert de l'ombre de son frère aîné. Et ensuite, quand lui-même est devenu dauphin, son père a toujours préféré et mis en avant le troisième fils dont on ne parle jamais, Charles, qui est mort de la peste en fait en 1544. Donc Henri est quelqu'un de complexé. Henri
un enfant complexé qui a perdu très tôt sa mère, la reine Claude. Complexé surtout par un père intraitable. En 1525, François Ier est fait prisonnier à Pavie par les hommes de Charles Quint. Il n'hésite pas à troquer sa liberté contre celle de ses deux fils, l'aîné, François, et Henri, âgé de 7 ans. Deux enfants qui vont demeurer 4 ans prisonniers de l'ennemi espagnol, Charles Quint. Leur captivité sera terrible. À sa libération, Henri a 11 ans, et c'est à Diane de Poitiers, de 20 ans son aîné, que François Ier le confie. Le début d'une histoire d'amour dont le château des Coings garde le souvenir. Nous voici dans la galerie qui prolonge la chambre d'Henri. Par cette pièce, il pouvait discrètement rejoindre une autre chambre où logeait vraisemblablement celle qui devint très vite sa favorite, Diane de Poitiers. Sur la cheminée, une allégorie censée donner à Diane le beau rôle. La cheminée peinte est ornée d'un décor où se trouve Abigaïl à genoux devant David. C'est une scène biblique où le roi David mourait de faim et Abigaïl est venue le ravitailler. Et donc David a pris Abigaïl chez lui, comme sa maîtresse. Donc on retrouve peut-être une allusion. Évidemment, Catherine le sait. Mais Catherine le sait, elle sait que ça fait partie de la vie des reines. Très certainement, elle a dû en prendre son parti très tôt. Catherine doit donc s'accommoder de cette favorite, bien plus âgée qu'elle. Veuve du grand sénéchal de Normandie, Diane incarne pour Henri à la fois la maîtresse, mais aussi et peut-être surtout la mère qu'il a si peu connue. Les poètes la disent d'une beauté inégalée, et Henri la couvre de cadeaux, lui confie les bijoux de la couronne et lui permet d'acquérir Chenonceau à moindre frais. Diane, Catherine, l'ambiguïté règne jusque dans le monogramme d'Henri qu'il a posé partout, comme sur cette très précieuse boîte à chiffrer les messages. Boîte à chiffrer et déchiffrer les messages qui, en se basant sur la roue centrale, sert à donner le code pour les petits trous à gauche pour coder un message secret et il porte toute l'emblématique du roi. Sur le couvercle, le fameux monogramme choisi par Henri II. C'est un H avec 2 D entrelacés, qui veut dire Henri IIe. Évidemment, comme sa maîtresse s'appelle Diane, tout le monde a cru, et pas forcément à tort, dans un second temps, que ça voulait dire Henri et Diane. On pourrait penser aussi que c'est le C de Catherine. Ça arrivait quelquefois qu'effectivement, le monogramme des 2 souverains, c'est normalement H avec 2 C. Et dans ce cas-là, les C dépassent. Mais pas toujours, effectivement, ce qui a longtemps entretenu l'ambiguïté, évidemment, chez tous les historiens. Donc Catherine a pu l'utiliser à son compte et Diane aussi. Exactement. Ce monogramme, que l'on appelle le H2D, Diane s'en sert largement. Ici, à Annette, où elle fait totalement reconstruire son château. C'est Diane Chasseresse qui accueille le visiteur. Un château construit officiellement pour accueillir la cour, mais qui lui appartient. Et le H2D rappelle ici que la favorite, c'est bien elle. L'histoire dit qu'Henri aurait largement contribué au financement de ce chantier. Un chantier dont le chef-d'œuvre est cette chapelle que nous fait découvrir Jean de Iturbe, le propriétaire du château. Là, vous avez ce dôme tout à fait extraordinaire, où vous avez des caissons avec des petits anges dedans, qui sont tous différents les uns des autres. Il y a eu probablement une dizaine de sculpteurs. Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont avec un motif différent. Diane joue ici le rôle de mécène. L'architecture est de Philibert Delorme.
le décor de Jean Goujon et les sculptures de Germain Pilon. À Annette, Diane veut ce qu'il y a de plus beau. Dans la demeure, le luxe est lui aussi de mise. Et le H2D ponctue chaque décor. Diane gère son domaine en femme d'affaires avisée. Elle est riche, riche aussi de l'amour que le roi lui porte, et dont Jean de Iturbe conserve de précieux souvenirs. Voilà, là je voulais vous montrer une lettre d'amour, donc Henri écrit à Diane de Poitiers, et je voulais juste vous souligner la phrase qui dit à la fin de ses lettres, il dit « Bonsoir mon cher amour, si je dors, mes songes seront de vous, si je veille, mes pensées seront de même, recevez ainsi disposé 1 million de baisers de moi. » Visiblement, là, on voit très bien dans ces formules qu'il était fou amoureux d'elle. Le jeune homme est enflammé, Diane, elle, est raffinée, sophistiquée. Et les manières du roi ne lui plaisent pas toujours. Il y a une lettre que Diane de Poitiers écrit à une cousine à elle, qui raconte en détail les premiers 8 jours où le roi vient ici séjourner, où il s'installe dans le lit. Il a un grand chien, donc qui dort sur ce petit lit. On lui sert ses repas dans son lit. Dans la pièce, il y avait des gardes, il y avait des gens qui s'occupaient du feu. Et elle, cet homme qui était là, qui sentait en plus très mauvais, elle était une femme très moderne pour l'époque, elle se lavait, elle trouvait ça épouvantable. Ici, Henri vient parfois accompagné de Catherine. Et la légende dit que Diane pousse le roi à accomplir son devoir de mari. Du reste, une de ses filles s'appelait la demoiselle, elle avait un petit nom qui était la demoiselle d'Annette, et soi-disant, elle aurait été procréée Annette. Face à la favorite, les enfants sont la légitimité de Catherine. Ils sont son refuge aussi. Pour preuve, sa collection personnelle de dessins conservée au château de Chantilly, dans les réserves. Alexandra Zvereva, historienne de l'art, nous permet exceptionnellement de découvrir cette collection, très intime. C'est la 6. Là, la 6. Oui, merci. C'est bon. Dans ces boîtes, plus de 300 portraits réalisés par les peintres Clouet et Lemagnier. Ce que Catherine préfère, ce sont les portraits de ses enfants. Le premier de ses fils, c'est François de France, futur François II. Ensuite, Élisabeth, future reine d'Espagne. Et on a ici également un portrait très intéressant du futur Henri III, encore tout petit. Ses enfants, Catherine y est particulièrement attachée. D'autant plus qu'elle est restée stérile pendant 11 ans. Une humiliation, une inquiétude qui se résout miraculeusement avec la naissance du futur François II. 10 enfants naissent, elle en perd 3 en bas âge. Ces portraits, ce sont les photos de famille de Catherine. Et pour elle, ils sont essentiels, car la cour est itinérante et les enfants ne suivent pas toujours le couple royal. Catherine, elle est très inquiète, parce qu'il ne faut pas oublier que la mortalité infantile à l'époque est extrêmement importante. On a à peu près 50% d'enfants qui arrivent à leur premier anniversaire. Donc elle va demander très régulièrement qu'on lui envoie des portraits de ses enfants. Et un portrait lui suffit à se rendre compte que ses enfants vont bien ou mal? Un portrait lui suffit. En tout cas, elle préfère le portrait que les descriptions dans les lettres. Plus surprenant, dans sa collection, Catherine conserve aussi des portraits de sa rivale. Ici, Diane a 30 ans. Ici, elle en a 50. Marquée par le temps, Henri la préfère néanmoins à Catherine, de 20 ans sa cadette. Une préférence que l'histoire a cherché à justifier.
On a effectivement beaucoup exagéré la beauté de Diane de Poitiers et la laideur de Catherine, mais il faut accuser les romanciers du XIXe siècle qui cherchaient à tout prix une explication à cette attirance de Diane de Poitiers, malgré la différence d'âge de presque 20 ans entre Henri et Diane. En regardant les deux portraits de plus près, on voit que finalement Catherine n'était pas aussi laide qu'on le prétend, même si effectivement elle avait plutôt tendance à grossir, ce qui n'est pas étonnant avec toutes ces grossesses à répétition. Diane règne sur le cœur du roi, mais c'est Catherine qui règne sur la France. Et c'est sa force. Catherine va exiger que Diane de Poitiers fasse partie de la maison de la reine et lui doive allégeance en tant que dame d'honneur et la suivent toujours derrière lorsque Catherine se déplace. Dans toutes les cérémonies, dans toutes les processions, à chaque fois à la cour, lorsque Catherine paraît, Diane de Poitiers est derrière elle, jamais devant. C'est une façon de l'humilier? C'est pas une façon de l'humilier, c'est une façon de bien préciser les rôles et de bien marquer la distance qui existe entre Catherine et Diane de Poitiers. Le 10 juillet 1559, tout bascule. Lors d'un tournoi, la lance de Gabriel de Montgomery transperce la visière du roi et pénètre dans son cerveau. Le médecin Ambroise Paré tente l'impossible pour le sauver. L'agonie dure 10 jours. Diane n'est pas admise au chevet du roi et Henri meurt sans avoir pu la revoir. Diane quitte alors la cour. Elle rend les bijoux de la couronne et cède Chenonceau à Catherine. François II monte sur le trône, mais c'est Catherine, devenue régente, qui prend réellement les rênes de la France. Elle va les garder 30 ans. Elle fait construire ici, à l'emplacement de l'actuelle Bourse du commerce de Paris, près des Halles, un nouveau palais d'où elle va exercer le pouvoir. De ce palais, il reste une colonne. Une autre clé pour comprendre cette période. C'est un édifice tout à fait curieux dont les Parisiens ignorent totalement l'origine. On l'appelle la colonne astrologique et elle fait partie du mythe de Catherine de Médicis. Ici, il y a cette petite porte qui subsiste. Et au cœur de la colonne, un escalier, aujourd'hui impraticable. La légende dit que Catherine l'empruntait pour accéder au sommet et observer les astres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIe siècle, gouverner et être un acteur de la politique, c'est connaître la science des astres. L'astrologie fait partie des pratiques politiques pour savoir quels sont les moments opportuns pour prendre telle décision, quels sont les moments défavorables. Il est certain que là-dessus, Catherine de Médicis est une reine astrologue. Catherine rencontre même par 2 fois le célèbre Nostradamus. Elle cherche en fait tous les moyens de pacifier une France écartelée entre catholiques et protestants. Pour cela, elle marie sa fille Margot avec le chef protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Mais le décès de la mère de celui-ci impose de repousser le mariage. Il a lieu un jour où les astres sont moins favorables. 4 jours plus tard, le 22 août 1572, l'amiral de Coligny, protestant, subit une tentative d'assassinat. On accuse le roi, la tension est extrême. 2 jours plus tard, à l'aube de la Saint-Barthélemy, l'ordre est donné de tuer une 60aine de capitaines protestants. Qui de Catherine ou de son fils a donné l'ordre? Le mystère demeure. Mais la population parisienne prend le relais et massacre les protestants de la capitale. Le rêve de paix de la jeune fille à l'arc-en-ciel s'est envolé. La légende noire de Catherine est lancée. On lui reproche d'être bannie par les astres. La légende noire est
a été créée assez tardivement dans la vie de Catherine de Médicis, vers 1573-1575. Donc cette légende noire insiste sur le fait que tout dans la vie de Catherine de Médicis a été de faire venir le mal là où elle se trouvait. Si la France connaît la division religieuse, si la France connaît la guerre civile, c'est parce que Catherine de Médicis est venue, qu'avec elle s'est incarnée une force diabolique, parce qu'elle n'a eu qu'un seul projet, gagner pour elle le pouvoir absolu, transformer la France en une tyrannie. Cette image de tyran, c'est ce que l'histoire retiendra. Pour Catherine, l'échec est total. Diane, elle, ne verra pas Catherine échouer. Elle est décédée 6 ans plus tôt à Annette, loin des tribulations de la cour. Voilà, je vais vous montrer maintenant le tombeau de Diane de Poitiers. Un tombeau d'une grande sobriété pour celle qui, revenue sur ses terres, n'avait officiellement plus aucun rôle, plus aucun pouvoir. Catherine de Médicis n'a pas du tout essayé de la poursuivre de sa vindicte en essayant de lui faire subir des humiliations. Je crois Diane était suffisamment intelligente pour savoir que voilà, c'était fini, il fallait qu'elle termine sa vie tranquillement à Annette, et elle est morte très tranquillement en 1566, à l'âge de 66 ans, ce qui serait pour l'époque une centenaire. Mais les révolutionnaires, eux, n'oublieront pas celle qu'ils appellent la putain du roi. 2 siècles plus tard, ils détruisent en partie le château et profanent le tombeau, qui sera transformé en auge pour le bétail. Catherine, elle, repose ici, près de Paris, dans la basilique Saint-Denis, où sont enterrés les rois et les reines de France. Nous y retrouvons Denis Crouzet. De son vivant, Catherine a tout d'abord fait réaliser ces 2 statues la représentant, avec Henri, en habit de sacre. Tous les deux sont en prière pour l'éternité, avec les yeux ouverts, en prière sans doute pour le devenir de leurs enfants, pour le devenir de ce royaume qui est livré depuis 1559-1562 aux horreurs et aux barbaries de la guerre civile, qui sont en prière surtout pour que Dieu, dans sa miséricorde, ce Dieu qu'ils contemplent de leurs yeux et qu'ils prient, donne la paix au royaume pour le bien de tous. Alors ce que l'on peut noter comme point de détail, c'est que Catherine de Médicis, par Germain Pilon, a marqué une de ses exigences. Ici, l'emblématique devient H2C, puisque la fin du C est au-delà de la barre du H. Et ces 2 C, c'est elle-même, Catherine, qui veut dire que la seule à avoir été unie réellement à Henri II, c'est elle, que le passé est oublié. Mais ce que Catherine a surtout voulu léguer à la postérité se trouve à quelques mètres, en contrebas. Le tombeau des Valois, qu'elle fait élaborer à la mort d'Henri II. Elle exige de Germain Pilon qu'il la représente jeune et belle, alors qu'Henri II, lui, souffre pour l'éternité. Son corps est presque une anatomie. Les veines apparaissent sur les bras, les muscles sont saillants, c'est presque un écorché. Et puis, il y a cette tête en arrière, souffrante dans le moment de la mort. On a l'impression que le corps est tordu. Tout le contraire chez Catherine de Médicis. Le corps est lisse. C'est comme la transposition dans l'ordre de la sculpture de ce motif de l'arc-en-ciel amenant la paix et la sérénité parmi les hommes. Belle, sereine, paisible et voluptueuse aux côtés de son mari. C'est ainsi que Catherine prend dans la mort sa revanche sur l'histoire. C'est ainsi aussi que se termine l'une de nos plus grandes histoires d'amour entre un roi, une reine et une favorite.